Merci pour votre invitation. Oui, je suis pédopsychiatre, donc je ne suis pas ostéopathe et je n'ai d'ailleurs, normalement, quand on présente, vous savez, quand on s'exprime pour parler d'une thérapeutique, quand c'est un médicament, on doit déclarer ses conflits d'intérêts. Et je trouve ça injuste que quand on va parler d'évaluation de soins non médicamenteux, on n'ait pas à déclarer ses conflits d'intérêts. Donc je le fais, je n'en ai aucun. Ce qui pourrait être un conflit d'intérêt négatif, je n'ai jamais consulté d'ostéopathe, mais je le recommande parfois. Et d'ailleurs, la dernière fois que je l'ai fait, c'était avant-hier à une de mes anciennes doctorantes qui a mal à l'épaule depuis 6 ans, qui va se faire opérer. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas été voir un ostéopathe? Et elle m'a répondu, ah non, c'est pas possible, j'y crois pas, donc ça ne pourra pas marcher. Et vous voyez, je pense que déjà en disant ça, on pointe une part importante du débat autour de l'évaluation et de l'efficacité de l'ostéopathie. Alors donc la Direction générale de la santé nous a proposé d'évaluer, comme nous avons l'habitude d'évaluer les psychothérapies, d'évaluer un panel de soins dits non conventionnels, c'est leur jargon. Et donc on a fait mésothérapie à visée esthétique, à visée antidouleur, auriculothérapie, acupuncture, hypnose, jeûne et ostéopathie. Donc je viens, c'est un retour d'expérience. Moi, méthodologiste, enseignant de statistique, j'ai été plongé, enfin, une de mes doctorantes a été plongée sur ce sujet, et puis j'ai dû travailler avec elle, et donc je viens vous dire ce que j'en pense. Alors d'abord les données, puisque c'est comme ça, je suis scientifique, je parle de données. Quand on regarde la littérature avec ces fameuses études randomisées, eh bien dans l'ostéopathie, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Alors, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'en général, quand on fait un essai randomisé versus traitement habituel, versus manipulation factice, versus conseil d'hygiéno-diététique, on n'a pas beaucoup d'études positives. On a en général des études qui montrent que peu ou peu, ça fait la même chose. Et on a aussi des études qui sont, on appelle ça des études d'add-on, c'est-à-dire on fait un soin habituel, et puis on rajoute de l'ostéopathie, et ça fait souvent un petit peu mieux, avec une différence qui n'est pas toujours cliniquement pertinente. Alors, attention, avant d'aller plus loin, tout ça est très compliqué, mais c'est ce qu'on lit quand on fait la revue de la littérature. Alors, qu'en pensent les collègues habituellement, mes collègues de santé publique, de la sécurité sociale, de la haute autorité de santé, de l'évidence-based medicine, quand ils lisent ces résultats, ils disent... Alors, j'ai oublié de parler de la safety. Globalement, il n'y a pas trop de problèmes de sécurité avec l'ostéopathie. Il y a, vous savez, dans la littérature, une confusion entre chiropractique, ostéopathie, et la chiropratique, avec des manipulations un peu fortes des vertèbres cervicales, peut déclencher des ruptures d'artères, etc., avec des accidents rares mais graves. Mettons ça de côté, globalement, il n'y a pas de problème de safety avec l'ostéopathie. Alors, donc, que disent les collègues de santé publique? Eh bien, ils disent, bon, ça ne fait pas de mal. Si nos concitoyens ont envie d'aller voir un ostéopathe, après tout, si ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, pourquoi ils n'iraient pas? Entre nous, ça doit faire comme un placebo. Si les gens ont envie de se faire traiter par des placebos, comme de toute façon, ça ne fait pas de mal, et que ce soit en général des problèmes fonctionnels, du mal au dos, etc., qui viennent de tout un tas de raisons à moitié psychologiques, eh ben, on n'a qu'à laisser faire, et puis voilà. C'est le discours... Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le discours de façade. Mais plusieurs fois, j'ai invité à la maison des cadres de la sécurité sociale ou toutes ces institutions, et quand on discute après un verre de whisky, ils disent « Ah oui, mais figurez-vous, moi je vais voir un ostéopathe régulièrement, et en fait ça marche leur truc. Hein. » Et avec des soins, des fois, je ne vous raconte pas, parce que le collègue pourrait se reconnaître si jamais il est là, mais des soins, moi, qui me paraissent surréalistes. Hein. J'ai mal au dos, donc l'ostéopathe me donne un petit truc sur lequel je dois m'asseoir, et en faisant ça, j'ai plus mal au dos. Bon. Alors, on pourrait se dire, bon, ben voilà, hein, c'est la vie, voilà, il y a des soins dits sérieux, à côté, il y a des soins pas sérieux, et puis si les gens, après tout, si les citoyens veulent aller avoir recours à des soins pas sérieux qui font pas de mal, eh ben, on ferme les yeux, etc. Mais moi, ça me satisfait pas, comme scientifique, et même comme citoyen, ça ne me satisfait pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de soins sérieux, de soins pas sérieux, de fermer les yeux? Pourquoi fermer les yeux? Quand on est scientifique, on ouvre les yeux. Et donc, je vous propose, là, dans le quart d'heure qui me reste,
de réfléchir à ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça? Alors, premier point, après de mûres réflexions, je pense que vraiment à l'origine de tout ça, il y a un conflit d'idéologie. Et je parle bien d'idéologie. Une idéologie, c'est quoi? C'est un ensemble d'idées. C'est une perspective globale normative. Perspective globale normative. D'ailleurs, il y a marqué, c'est la définition de Wikipédia. En général, proposée ou imposée par une classe dominante. Je trouve que c'est exactement ça. Vous avez aujourd'hui dans le monde du soin et de l'évaluation du soin une idéologie imposée par une classe dominante. Et sur quoi repose cette idéologie? Sur deux axes. Un premier sur le soin, un deuxième sur l'évaluation du soin. Le premier axe, c'est que le soin des sociétés occidentales est un soin qui s'intéresse au corps et aux organes. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, quand ça n'est ni le corps ni les organes, c'est qui s'occupe du patient? C'est quoi? C'est le care et les psys. Et d'ailleurs, c'est très curieux. Alors, vous me direz, là, je suis en conflit d'intérêt comme psychiatre, effectivement. Mais quand un patient en cancérologie, en réanimation, pose un problème qui ne vient pas de ses organes, on fait appel au psychiatre, ce qui est quand même complètement bizarre. Donc, c'est comme ça. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir nos spécialités médicales. Vous avez des cardiologues, des neurologues, des néphrologues, vous avez des spécialités d'organes. Donc, premier point, le soin, ça s'adresse au corps et aux organes. Deuxième point, contrairement à ce que tout le monde dit, l'évaluation des soins dans nos sociétés ne vise pas à déterminer si les soins font du bien aux patients. Les soins visent à déterminer, nos évaluations de soins visent à prouver que les soins que donnent les livres ne relèvent pas du charlatanisme. Et ça n'est pas la même chose. L'un est corrélé à l'autre, on est bien d'accord. Mais vous allez voir la différence, elle est fondamentale. Alors, ce que je viens de dire peut vous choquer, mais regardez dans le détail. Est-ce que ça fait du bien aux patients? C'est-à-dire, c'est le rapport bénéfice-risque. Est-ce qu'on évalue le rapport bénéfice-risque des médicaments, par exemple? C'est ce qu'on dit. On dit que l'autorisation de mise sur le marché vient d'une évaluation du rapport bénéfice-risque. Mais ça n'est pas vrai. Vous savez comment c'est fait en pratique? On évalue le bénéfice à l'aide de critères d'efficacité principaux d'essais randomisés, dont on ne sait pas trop ce qu'ils mesurent, puisque en cancérologie, vous avez la survie sans progression. En diabétologie, vous avez l'hémoglobine glyquée. Mais survie sans progression, moi je ne sais pas ce que ça fait à un patient qui a un cancer. Un patient qui a un cancer, il veut vivre plus longtemps, et il veut avoir une qualité de vie améliorée. Survie sans progression, c'est quelque chose de complètement médical. L'hémoglobine glyquée, c'est pareil, un patient, il s'en fiche complètement de son hémoglobine glyquée. Ce qu'il veut, ce n'est pas d'insuffisance rénale, qu'on ne lui coupe pas un pied et qu'il ne devienne pas aveugle, c'est ça qui compte. Et aucun antidiabétique oral, à l'exception d'une étude discutable, n'a montré son efficacité sur des critères de morbimortalité. Donc, un, il y a l'efficacité. Deux, la sécurité. Bien, vous savez que la sécurité, elle n'est pas très bien évaluée avec les essais de phase 3 jusqu'à l'AMM. C'est en post-AMM qu'on évalue surtout la sécurité des produits. Et vous savez comment on évalue le rapport entre les deux? En votant à main levée. C'est-à-dire qu'il y a la sécurité, il y a l'efficacité, on discute et on dit, d'accord. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire on n'évalue pas scientifiquement le rapport bénéfice-risque. Et on n'évalue pas vraiment scientifiquement l'intérêt thérapeutique. On évalue l'effet sur des organes. On appelle ça l'efficacité. Alors, ce que je dis est un peu dur, mais je suis prêt à le défendre. Alors, par contre, ce que fait l'évaluation du médicament, effectivement, quand vous comparez contre un placebo, en double aveugle, effectivement, vous prouvez que le médicament que vous évaluez, il ne fait pas rien du tout. Il fait quelque chose, effectivement, sur l'organe. C'est-à-dire que, et ça, faut reconnaître que c'est démontré, on dit avec un haut niveau de preuve, et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est-à-dire avec un haut niveau de preuve, on montre qu'on n'est pas un charlatan. Le médecin contemporain des sociétés occidentales ne veut pas être pris pour un charlatan, un gourou ou un chaman. Alors, c'est un verre à moitié vide et à moitié plein. Le verre à moitié plein, c'est que cette façon de faire a été très efficace. Parce qu'effectivement, si vous prenez un patient qui a un cancer,
Si vous ne faites pas attention, c'est quelqu'un qui maigrit, qui a peur de la mort, etc. Vous ne savez pas trop d'ailleurs ce que c'est que le cancer, et vous allez inventer tout un tas de théories spirituelles ou mystiques autour du cancer, etc. Et ça ne va pas le guérir. En réduisant le sujet à son organe cible du cancer et en agissant biologiquement sur le cancer, eh ben, c'est comme ça qu'on a réussi à guérir plein de cancers. Donc, dont acte, comme on dit, alors ça c'est le cancer, mais dans le VIH, ça a été la même chose. Le VIH, on aurait très bien pu fantasmer sur des histoires de sexualité, de toxicomanes, et trouver des soins complètement fous qui n'auraient pas marché. Le fait que l'on ait trouvé que c'était un virus et de développer des antirétroviraux, eh ben, ça a marché. Voilà. Donc, cette idéologie du soin et de l'évaluation du soin est efficace. Ça, c'est le verre à moitié plein. Alors, bien sûr, il y a un verre à moitié vide aussi. Alors, le verre à moitié vide, c'est que ça a eu tellement de succès que les médecins ne voient plus derrière leurs patients que des organes, voire des éléments statistiques, et que les patients en ont marre que derrière eux, on voit tout de suite leurs reins, leur pancréas, leur estomac, ou une unité statistique d'un essai thérapeutique randomisé. Et ça, on l'entend dans toutes les enquêtes sociologiques, et d'ailleurs, c'est sûrement pour ça que vous voyez beaucoup de nos concitoyens vont dans des soins qui échappent à ça, où on les considère différemment, mais on y reviendra. Le deuxième point que l'on ignore, c'est que, certes, cette façon de considérer le soin et l'évaluation des soins a été efficace, mais elle n'est pas complètement efficiente. Et là, ce sont les économistes de la santé qui ont donné un coup de pied dans la fourmilière, c'est qu'ils ont dit « oui, taratata, votre idéologie, c'est bien, mais ça coûte trop cher, et en fait, vous mettez beaucoup d'argent dans des endroits où ça rapporte peu. » Et on commence à avoir des résultats scientifiques qui sont flagrants en faveur de ce point de vue. Il y en a un qui vient tout juste de sortir. Les Anglais sont très en avance là-dessus. Les Anglais sont très forts en médico-économie. Ils utilisent un indice qu'on appelle le coût par quali, c'est-à-dire combien d'un côté coûte un médicament ou un soin, de l'autre côté combien il rapporte en nombre d'années de vie épargnées de bonne qualité. Parce qu'un soin peut ou rallonger la vie, ou alors faire que votre vie est de meilleure qualité. Et donc on mélange les deux, on appelle ça un quali. Et donc il y a un coût par quali, et en Grande-Bretagne, le NICE et le NHS remboursent les médicaments quand un médicament coûte moins cher que 30 000 € par année de vie de bonne qualité. Ce qui fait d'ailleurs que les Britanniques ont trouvé le prix d'une vie humaine, c'est à peu près 2 ou 3 millions d'euros. Donc, c'est leur règle, mais ce collègue économiste a calculé quelle était la coût-efficacité des soins habituels de tous les jours. Eh bien, c'est 12 000 livres par année de vie de bonne qualité. C'est-à-dire qu'on dépense 12 000 livres pour une année de vie de bonne qualité dans notre pratique de tous les jours, mais quand un nouveau médicament high-tech arrive, on est prêt à le payer 30 000 livres, voire plus. Et il dit, attention, là, il y a un décalage d'investissement. Si ça se trouve, en investissant de l'argent dans nos soins de tous les jours, pour moins cher, on pourrait améliorer davantage la vie de nos concitoyens. Autrement dit, avec moins de médicaments et plus de soins. Voilà, et ça, c'est un vrai. Il y a un vrai débat de lancer sur où doit-on mettre l'argent. Doit-on regarder que des essais randomisés avec de l'efficacité, ou doit-on regarder l'impact que ça a sur la vie de nos concitoyens au sens large? Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que cette idéologie du soin et de son évaluation a marginalisé une large gamme de soins, parmi lesquels l'ostéopathie. Mais il y en a d'autres. Alors, on pourrait dire, bon, c'est pas grave si ces soins ne marchent pas. Bon, on va revenir dans le détail. Mais attention quand même, attention, parce qu'on observe vraiment aujourd'hui, au même titre qu'on observe une perte de la biodiversité sur la planète, on observe une perte de la diversité thérapeutique. Je m'occupe de l'Association internationale de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et je suis vraiment stupéfait de voir l'impact que l'evidence-based medicine anglo-américaine, pour le dire vite, puisque les revues sont anglo-américaines et qu'en gros, les articles relèvent de cette épistémologie, a comme impact sur le soin des enfants dans les tribus africaines ou
chez les Maoris en Nouvelle-Zélande. Ce qui est quelque part, on parlait de généralisabilité tout à l'heure, complètement fou. Vous imaginez en pédopsychiatrie, un enfant maori, la notion d'hyperactivité et de méthylphénidate n'a rien à voir avec ce qui se passe en Amérique du Nord. Ça n'a absolument rien à voir. Et les collègues maoris chez qui j'étais il y a 3 semaines sont sidérés par le fait qu'on leur demande de faire des choses parce que c'est prouvé avec le BM alors que ça n'a rien à voir avec leur pratique. Donc là, il y a vraiment, et ça c'est un effet indésirable de cette idéologie du soin et de l'évaluation des soins. Alors, revenons à l'ostéopathie. Comme je vous le disais, elle relève de cet effet indésirable de marginalisation d'une large gamme de soins. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas ostéopathe, donc peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que l'ostéopathie ne s'adresse pas qu'au corps et aux organes. Après en avoir discuté avec des ostéopathes, j'ai vraiment l'impression que l'ostéopathie fait partie de ces soins globaux où on considère le sujet dans sa vie, dans son fonctionnement et effectivement dans ses organes, mais il y a un tout. Et donc du coup, comme on est en rupture méthodologique par rapport au positionnement idéologique dominant, eh bien on a du mal à être évalué parce qu'on est décalé. Ça va se traduire de façon très concrète par des critères d'évaluation qui ne vont pas être adéquats, qu'on va imposer à ce soin-là et qui ne sera pas adéquate avec l'objectif du soin. Deuxième point, je vous ai dit que les protocoles d'évaluation des soins aujourd'hui visaient à montrer que ces soins ne relevaient pas du charlatanisme. Alors là se pose la question, est-ce que l'ostéopathie relève du charlatanisme ? Or, vous savez très bien que la moitié de mes collègues considèrent que c'est du charlatanisme. Donc c'est une vraie question. Alors, premier élément de réponse, qu'est-ce que c'est que le charlatanisme ? Le charlatanisme, c'est donner, par exemple, quelque chose, un soin qui ne marche pas vraiment. C'est-à-dire, on raconte une histoire et les gens guérissent parce qu'on leur a raconté une histoire. Mais ça ne guérit pas vraiment. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire que guérir vraiment ? Et puis même, on pourrait aller au-delà. Si les gens guérissent en leur racontant des histoires, après tout, est-ce que c'est mal ? Alors, la deuxième définition, c'est... Oui, mais l'ostéopathie, c'est du charlatanisme parce que biologiquement, on n'explique pas vraiment comment ça marche. Il y a une théorie derrière, il y a un corpus théorique derrière l'ostéopathie, mais ce corpus théorique n'est pas vraiment compatible avec le corpus de Claude Bernard et de la biologie moléculaire d'aujourd'hui. Alors, on pourrait dire, oui, mais après tout, est-ce que c'est la biologie qui est la théorie qui dit la vérité en médecine ? Est-ce que c'est vrai ça ? Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de théorie de grande unification en médecine. Il n'y a pas de théorie aujourd'hui qui est capable d'expliquer à la fois le fonctionnement du rein et à la fois le fait qu'un adolescent diabétique décide d'arrêter son insuline. Il n'y a pas de théorie qui permette d'expliquer les deux. Donc on pourrait dire, après tout, pourquoi pas laisser la porte ouverte à des théories différentes. Une espèce de relativisme culturel théorique en médecine. Alors on peut envisager ça, mais là, attention quand même, il y a aussi des théories complètement folles au niveau des soins. Je pense à la biologie totale, par exemple. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui font de la biologie totale dans cette salle, mais bon, j'assume, des théories complètement folles, en tout cas c'est moi qui le dis, et qui font que des gens sont enfermés dans ce business et ne vont pas se faire soigner et qu'ils en meurent. Et que pendant les siècles, les gens, des patients, ont été victimes de charlatanisme, de théories complètement fumeuses et sont morts à cause de ça. Donc il faut faire quand même le relativisme culturel théorique en médecine, il faut faire un peu attention. Et même en étant très large d'esprit, je pense quand même que la biologie est une théorie vraiment incontournable pour la pratique médicale. Je crois quand même qu'on peut dire ça. Et je vais reprendre les mots d'une très bonne collègue ostéopathe pour enfants dans un grand hôpital parisien qui a beaucoup d'expérience, avec qui j'ai discuté longuement et qui m'a dit « Mais vous savez, leurs mots sont faux, mais leurs mains sont justes ». C'est-à-dire qu'en fait, je pense vraiment que la théorie sous-jacente à l'ostéopathie ne doit pas tenir la route. C'est-à-dire que si on fait des expériences, on va réfuter à peu près une grande partie du champ théorique. Et je pense que beaucoup d'ostéopathes en ont conscience. Et je pense qu'en fait, la théorie ostéopathique,
est une façon de se transmettre un soin. C'est un moyen mnémotechnique qui permet à la fois de transmettre des gestes et une représentation qu'on se fait du sujet humain dans sa globalité. Donc ça marche en pratique, mais ça ne marche pas en théorie. Mais du coup, les mains sont justes. Et c'est ça le problème, c'est qu'avec notre système d'évaluation des soins qui mélange la théorie et la pratique, puisque ce qu'on veut, c'est montrer qu'on n'est pas un charlatan, alors on passe à la trappe des soins qui font du bien aux gens, mais qui sont mis en échec sur un plan théorique. Alors j'en arrive à la conclusion. Moi, je crois que le soin en général et l'ostéopathie en particulier, elle est prise en ce moment au sein d'un conflit d'idéologie. Ce conflit d'idéologie, il est triple. Vous avez d'un côté l'idéologie du biopouvoir, celle que j'ai présentée tout à l'heure. Vous avez celle qui émerge, c'est l'idéologie économique, et toutes les deux n'ont rien à voir. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à l'hôpital en ce moment. Vous avez un conflit entre les économistes et les biomédecins. Et ils ne s'aiment pas du tout. Et ils ne s'aiment pas du tout, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'idéologie. Ils ne se supportent pas quand ils se parlent, parce qu'ils vivent dans des mondes différents. Les économistes sont des utilitaristes, ce qui compte, c'est ce qui marche, et les biomédecins fonctionnent différemment, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis vous avez une troisième idéologie que l'on oublie tout le temps, c'est l'idéologie populaire. Alors elle est implicite, c'est l'idéologie de tout le monde, de nous, nous quand on est patient. Et tout à l'heure, je vous disais que ces cadres dirigeants des assurances maladie, voire même des biomédecins, quand on avait évalué la mésothérapie, le collègue qui en propose dans son service à la PHP à Paris, il disait « Oui, ils se moquent tous, les PUPH de mon hôpital, mais quand ils se font mal au dos à cause du golf, ils font la queue pour se faire... etc. » Donc, vous avez un clivage, même un biomédecin, quand il est patient, tout d'un coup, il change d'idéologie. Et alors, quels sont les contours de cette idéologie populaire? D'abord, elle est implicite, elle n'est pas peu théorisée, peu structurée, mais on voit par moments, l'histoire du Mediator, par exemple, qui révèle que l'idéologie populaire du soin, c'est d'abord de ne pas faire du mal. Il n'y a jamais de scandale de santé publique sur un médicament qui ne marche pas. C'est toujours pour un médicament qui fait du mal. Regardez les films. Il y a plein de films sur les dérives de la génétique et de la biologie. On voit que nos concitoyens ont peur du biopouvoir, ont peur de la biologie moléculaire qui rentre en eux et on ne sait pas trop, eux ne savent pas trop ce que ça fait. Et du coup, ils vont vers, alors vous savez, il y a la mode est aux jeunes, à la détoxification, etc. Des espèces d'approches complètement orthogonales au biopouvoir, à la limite de la spiritualité. Et alors on va dire tout de suite, ah ouais, mais bon, ils sont débiles, sauf que ce sont nos patients. Et qu'on n'a pas le droit de dire ça, parce que c'est comme ça qu'ils sont, et on doit les considérer comme ça. Voilà, alors on pourrait dire que c'est pas grave, c'est la vie, il y a des chocs entre idéologies, et qu'on en discute, et que les unes et les autres apprennent des unes des autres, et puis voilà. Sauf que je trouve qu'on n'en parle pas. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre attention.